Quand j'étais petit, on me disait, bah, voilà, ces paysages-là ressemblent à la campagne, à la nature. Mais c'est la campagne, certes, mais c'est pas la nature. C'est vraiment des paysages qui ont été complètement domestiqués par l'homme et qui n'ont plus rien du tout de naturel ni de sauvage. Alors le champ de blé dans lequel on est justement est bien révélateur d'un modèle qu'on appelle le modèle de Laguerre et qui signifie en latin les champs cultivés, les espaces ouverts. Ce sont des espaces qui vont demander de l'intervention, beaucoup d'énergie qui vont être aussi utilisés pour viser un seul produit. Là en l'occurrence on va produire que du grain, ça va être une monoculture et on va créer un paysage comme ça qui est un paysage de steppe. Ce sont des paysages qui vont être productifs effectivement mais qui vont être accaparés par une seule espèce, la nôtre, et qui vont être en rupture totale avec finalement les écosystèmes naturels. Dans le même temps, on va voir dans l'encadrement de forêt qui est derrière, qui symbolise finalement un deuxième type de milieu, de paysage qu'on peut créer, le paysage de la silva. La silva, donc, qui va être, malgré les apparences, un paysage qui est aussi quelque chose une empreinte humaine qui est énorme et qui va viser une production de bois de construction, de bois de chauffage. On va pouvoir chasser, faire de la récolte de champignons et éventuellement se promener le dimanche. On est sur deux types de modèles qu'on connaît en Occident et qui sont souvent deux modèles très cloisonnés, le monde agricole, le monde de la foresterie et le troisième modèle qui est justement la proposition des jardins-forêts, c'est de faire une espèce de synthèse de tout ça, une synthèse qu'on appelle l'hortus, qui vient de l'horticulture, du jardinage de forêt, et qui permet justement ces paysages d'abondance, de grande productivité, qui sont résilients et qui demandent très peu d'intervention humaine derrière. Un jardin-forêt, une forêt comestible, ça va être un jardin qui va être boisé. Un jardin dans lequel on va utiliser l'étagement comme ça de production. Donc on va avoir des arbres de canopée, on va avoir des arbres de plus petite taille, on va associer à ça des arbustes, toutes sortes d'herbacées, des herbacées qui vont être terrestres ou aquatiques, pourquoi pas. Voir aussi la strate des lianes, des lianes qui vont être nourricières directement pour nous et qui vont aussi remplir comme ça, diversifier l'espace. On parle d'une palette végétale qui est vraiment considérable, jusqu'à 7000 espèces alimentaires en climat tempéré. Et l'idée, c'est qu'on va créer, en fonction des objectifs, des besoins, des envies de chacun. Chaque jardin-forêt sera unique et sera différent, va répondre à différents objectifs. Et on peut l'établir à partir d'un pré, à partir d'une friche, à partir d'un verger qu'on va densifier. Et on peut partir, le point de départ peut être également une forêt qui va devenir nourricière alimentaire pour nous. Le début du projet date d'il y a un tout petit peu plus de 9 ans. J'ai récupéré un pré qui faisait 2,5 hectares, qui était totalement vide, c'était une pâture pour des chevaux. Et l'idée était de produire de la nourriture d'une façon nouvelle. C'était vraiment l'inspiration pour moi était les tropiques, puisque je me suis formé un peu à l'agroforesterie tropicale. Et c'était créer justement ces paysages dans lesquels on se promène et on a un autre rapport au vivant et on travaille aussi avec des plantes qui sont vraiment surprenantes au niveau gastronomique, au niveau culinaire. On est dans un secteur ici de l'agroforêt dans lequel finalement on n'a quasiment aucune intervention. On a planté il y a 9 ans et le paysage est en train de s'élever, de gagner en maturité. On voit la vigne comme ça qui est en train de fabriquer son raisin. Alors ça peut sembler étonnant parce que la vigne, on la voit en général comme ça, le long de coteaux, en monoculture. Elle est toute petite, elle est traitée sous forme de bonsaï finalement. Et là, on voit qu'elle s'élève, qu'elle grimpe dans les arbres. Il y a des noisetiers à proximité, il y a un pacanier qui est un arbre qui fait des noix de pécan. Elle pousse aussi là sur l'aulne et elle s'élève parce que c'est une liane. C'est une liane européenne qui pousse le long des forêts, le long des cours d'eau. Et on la trouve encore dans certains secteurs qui ont été préservés. Donc ça s'oppose vraiment au système qu'on voit partout, qui nous semble universel, une espèce de monoculture comme ça de ces petits plants. Et cependant, les systèmes qui ont perduré les plus longtemps pour la production de raisins, c'était les systèmes de Jouaille, c'était les systèmes de Hautain, qui étaient de l'agroforesterie complexe, qui était vraiment intéressante. En fait, on mariait la vigne avec différents arbres fruitiers. En intercalaire, on pouvait mettre des céréales, par exemple, on pouvait mettre des légumes, et on avait une parcelle comme ça qui était complexe, et on avait énormément de récoltes sur cette parcelle.
L'idée, c'est qu'on va créer des zones qui vont être connectées finalement les unes avec les autres, des zones qui vont être à terme refermées, qui vont être ombragées, d'autres secteurs qui vont rester en pleine lumière, en plein soleil, des zones qui vont être sèches, d'autres qui vont être humides, voire aquatiques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre le plus de diversité végétale finalement et d'avoir le plus de possibilités de cueillette et de production aussi. Actuellement, d'ailleurs, on dépense plus de calories fossiles qu'on ne produit de calories alimentaires. On le confie à un fragment comme ça de la population française et des agriculteurs qui en plus vivent mal de leur travail. Donc les champs sont productifs, mais ils sont productifs à grand renfort d'énergie et de temps passé à l'intérieur. À l'inverse, la question c'est qui arrose et qui fertilise une forêt? Personne. Et c'est l'une des plus grosses productions de biomasse de la planète. On est dans l'imitation à ce moment-là de ce que la nature met en place, puisque la forme arbre est la forme la plus efficace, on va dire, pour utiliser l'excédent de pluviométrie à un moment donné de l'année, à le restituer aux couches profondes du sol sans qu'il y ait strictement aucune érosion. Mais ça va se faire spontanément parce qu'on va avoir une couverture végétale qui va être durable, qui va vivre longtemps. On va avoir énormément de champignons qui vont revenir dans le sol, de bactéries associées aux racines des plantes. Et c'est ça qui va permettre, c'est toute cette vie invisible, cette vie souterraine qui va permettre la pleine expansion du système et la pleine santé des végétaux du jardin-forêt. Et finalement, pas de traitement ou l'apparition de quasiment pas de maladies dans le système. C'est ce qui permet finalement la résilience et la fertilisation comme ça autonome. C'est ça qui est absolument intéressant et c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes. Ils travaillent en synergie, en mutualisme, en partenariat et pas du tout sur la rivalité et la compétition comme on nous le dit en fait culturellement au niveau de notre civilisation. Les plus grands moteurs évolutifs du vivant, c'est pas du tout la prédation ni la compétition, la rivalité, c'est vraiment les partenariats, les symbioses et le mutualisme, et à l'image de ce qui se crée comme ça spontanément au jardin-forêt. Finalement, c'est un travail de co-création entre l'humain et la nature, c'est ça qui nous permet d'avoir après très peu d'intervention dans le système et qu'il a une autonomie quasiment parfaite. On peut avoir certaines plantes qui vont présenter une attaque ou une maladie à un moment donné, mais ça va. On ne fait pas d'intervention, les interventions sont rares et réfléchies, mais en tout cas, généralement, ça se régule de lui-même. Au niveau historique, alors ça c'est quand même relativement bien daté et documenté actuellement par les scientifiques, par les anthropologues par exemple, par les ethnobotanistes, par les gens qui ont étudié l'histoire, la préhistoire. C'est qu'en fait quand on s'est sédentarisé, qu'on a commencé à faire de l'agriculture, les problèmes sont apparus à ce moment-là. Quand on est chasseur-cueilleur, donc c'est ça qui est intéressant aussi à voir, il y a beaucoup de croyances qui sont véhiculées et qui nous disaient que quand on était chasseur-cueilleur-préleveur, c'était une situation, une façon de vivre qui était très problématique. Ça c'est totalement faux puisqu'on était des petits groupes humains et si ça avait été le cas des situations de famine ou de problématiques sanitaires, l'espèce se serait éteinte. Donc au contraire, c'était une période qui était une période fastueuse parce que les peuplades connaissaient la nature. Elles savaient se soigner avec, s'alimenter, et en fait on passait du temps à faire de la cueillette, prélèvement, à préparer derrière, et ça représentait en général 3, 4 à 5 heures maximum de temps par jour. C'est complètement en opposition par rapport à ce qu'on s'imagine actuellement, que l'agriculture est quelque chose qui nous a civilisés. Il y a plein de civilisations sur la planète qui sont des civilisations de l'arbre, des civilisations agroforestières. En Europe, il y avait finalement ces agroforêts, elles ont existé, mais elles ont été balayées par l'Empire romain, puis après par les chrétientés, parce que ce sont des espaces qui échappaient aussi au contrôle, au pouvoir qui était en place. Et donc ça a été transformé, ça a été mécompris, ça a été remplacé par l'agriculture. Donc on est passé de la 3D alimentaire à de la 2D, pour des raisons qui sont aussi des raisons politiques. Là, on va voir justement des associations de différentes plantes. On a
un prunelier qui est poussé de manière sauvage, qui est en train de faire ses grappes de prunelles. Ici, on va avoir un bambou de grande taille. Il y a beaucoup d'espèces de bambous qui sont en fait des très bons comestibles. Ça va être les pousses de printemps, les turions comme ça, qui vont apparaître et qu'on va faire cuire, qu'on va préparer. Et c'est ce qu'on mange aussi dans la cuisine asiatique. On a ici un arbre qui est à la fois ornemental et médicinal. C'est un alangium. Celui-ci, on voit les floraisons comme ça qui sont chouettes. Un arbre qui est utilisé du coup en Orient pour les propriétés anti-rhumatismales. Et puis ici, voilà le sureau noir qu'on a partout dans nos campagnes, le long des haies, le long des lisières de forêt. Là, voilà, les floraisons sont terminées, donc on ne les utilisera plus en cuisine, mais on va pouvoir collecter comme ça les baies noires, les faire cuire et puis faire de la confiture avec ou toutes sortes de petites préparations. Ouais. Actuellement, on dit qu'on consomme entre 40 à 60 espèces différentes. C'est quelque chose de finalement très pauvre par rapport à ce qui serait possible de produire en France, surtout avec un pays comme ça qui a plein de types de sols différents, de climats. Alors ici, on est sur le jardin-forêt à plus de 1000 espèces alimentaires. Alors c'est dans un but vraiment purement expérimental. Un jardin-forêt qui va être déjà constitutif de 200-300 espèces, c'est déjà hyper performant et tout à fait super. Là, c'est vraiment pour voir des flores aussi qui sont de l'hémisphère sud, des plantes qui sont vraiment peu connues, de voir comment elles se comportent, comment elles s'acclimatent, de faire aussi des recherches par rapport au dérèglement climatique. Qu'est-ce qui va être performant avec des étés qui vont être longs, secs, caniculaires. On se rend compte que voilà, il va falloir aussi réintroduire d'autres espèces, d'autres essences qui sont beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus résilientes aux maladies émergentes et aux problématiques climatiques. Ouais. L'objectif, c'est vraiment comment on produit de la nourriture au XXIe siècle d'une façon efficace, sans pétrole, sans intrants, sans chimie, sans fertilisation également, avec très peu d'intervention et tout en hébergeant les autres formes de vie. Donc voilà, celles qui nous accompagnent, qui sont sur Terre, qui nous sont directement utiles ou pas, mais peu importe, même si elles ne nous semblent pas utiles dans notre vision anthropocentrée, elles ont le droit de vivre comme nous, comme les autres espèces. Ouais. Les causes actuelles de la dégradation de la planète sont multiples. C'est surtout qu'on a un rapport en fait au monde qui me semble problématique. On se situe en fait d'une façon très anthropocentrée. Ça c'est quelque chose qu'on nous transmet depuis qu'on est tout petit, qui est quelque chose d'assez inconscient, on n'a pas forcément idée. Et en fait on se situe tout en haut d'une pyramide et le reste du vivant, finalement on nous dit il nous appartient, on peut s'en servir. C'est comme une ressource. On peut développer même d'ailleurs assez rapidement une autre vision, un autre rapport au monde, et puis aussi à soi-même, c'est de devenir vraiment biocentré, donc dans les actions qu'on peut avoir, dans les actes, dans la façon aussi de jardiner par exemple, de se dire ce territoire-là, je le partage avec les autres formes de vie également, tout en produisant de la nourriture et en vivant dedans.